Vendredi 20 septembre 2019, le journal de ESAE TV, les titres. Au bout d'une semaine d'activité, les professionnels du numérique et de l'Internet se quittent à la fin de l'édition 2019 du DNS. Les détails dans un instant. Les journalistes béninois à l'École des droits de l'homme au cours de l'atelier organisé par le CBDH. Les origines du phare à découvrir dans cette édition. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman. Papa, Oui. Tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Demain, samedi 21 septembre 2019, sera le dernier acte de la 5e édition du DNS Forum Bénin au Bénin Royal Hotel de Cotonou. Une semaine durant, les acteurs du numérique et de l'Internet se sont donné rendez-vous autour du thème technologie de l'Internet et perspectives économiques pour l'atteinte des ODD au Bénin. Un thème qui associe les objectifs de développement durable et l'Internet. La journée du jeudi a été marquée par une communication faite par la représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement PNUD au Bénin, Ginette Camara. Elle fait ici le lien entre les deux concepts. Suivez un extrait de son exposé au micro de Abdelkader Achirou. Ces nouveaux objectifs, qui étaient de 8 avant avec les OMD, sont maintenant de 17. Pourquoi 17 ? Les précédents objectifs qui étaient de 8, les OMD, se focalisaient principalement sur l'amélioration des conditions de vie sociale. C'était des ODD sur la pauvreté, l'accès à l'eau, la santé, l'éducation, la santé maternelle, la santé infantile, la faim et puis le partenariat. Maintenant, les 17 autres, on s'est rendu compte que se focaliser uniquement sur les questions sociales ne permet pas de faire de grandes avancées. Parce qu'il faut d'abord trouver de l'argent déjà pour pouvoir financer la santé, pour pouvoir financer l'éducation. Donc, il faut faire autre chose. En plus, il faut de la croissance économique pour pouvoir financer ces services sociaux. On s'est aussi rendu compte qu'avec des catastrophes naturelles, des gains qu'on a pu acquérir en matière, par exemple, de faim, il y a de meilleures plantations, etc. S'il y a une catastrophe naturelle, il y a inondation, tout ce qu'on a pu faire comme effort va tomber à l'eau. De ce fait, il faut aussi adresser les questions climatiques qui devenaient vraiment un vrai danger pour la planète même, notre survie. On s'est aussi rendu compte que les questions d'inégalité sont en train de fragiliser tous les acquis de développement. On l'a vu dans plusieurs pays, notamment l'exemple, c'est les gilets jaunes en France, pourrait dire, cette question d'inégalité qui peut immobiliser, qui peut instabiliser, qui peut faire même que la croissance se réduise, puisque certains commerces ne pourront plus fonctionner. Vous le savez, avec l'instabilité et les conflits, on ne peut pas faire de développement. De ce fait, c'est pourquoi les ODD sont passés, les objectifs mondiaux sont passés d'un nombre de 8 à 17, et ils se décomposent donc en 4 catégories. La catégorie, donc, on peut les distinguer en 4 catégories. La catégorie des ODD sociaux, la catégorie des ODD qui concernent la croissance, la prospérité, comme l'ODD 8 sur la promotion de l'emploi et de la croissance économique. La catégorie des ODD qui adresse tous les objectifs pour protéger la planète dans tout son sens, à savoir l'environnement terrestre, l'environnement marin, et puis aussi la 3e catégorie qui concerne donc tout ce qui a trait à l'efficacité des institutions. On souhaite la justice, les sociétés plus efficaces, et puis le partenariat enfin, et la paix, donc je l'ai dit précédemment. Et on se rend compte qu'effectivement, on a beaucoup reproché un peu
de ce qu'on n'a pas pu atteindre tous les ODD, puisque le Bénin, les OMD, le Bénin, malheureusement, le DG ne me contradira peut-être pas, le Bénin n'a pas pu atteindre les 8 OMD. On sait, pour beaucoup de pays d'ailleurs, surtout en Afrique subsaharienne, on s'est dit, mais passer des objectifs de 8 à 17, comment est-ce qu'on va les atteindre? Mais on se rend compte qu'on n'avait pas d'autre choix que de se fixer cet ensemble d'objectifs. Juste parce que tout est interrelié. J'ai donné des exemples tout à l'heure. Si on ne s'occupe que de certains objectifs et pas d'autres, on ne pourra pas avancer. Et c'est pour ça que donc ce sommet sur la revue des ODD est prévu. Et régulièrement, donc, le DGCS ODD participe chaque année au forum de haut niveau sur le suivi des ODD. C'est suivi donc par tous les chefs d'État et par les Nations Unies. Vous avez demandé comment est-ce que les Nations Unies ont essayé de promouvoir la mise en œuvre. Compte tenu de l'ambition, parce qu'il faut qu'on se saisisse de ces objectifs. Pourquoi j'insiste dessus? Ce sont les chefs d'État qui ont signé. Donc, ça appartient au peuple maintenant, aux populations de s'approprier de ces engagements pour demander compte aux chefs d'État de la mise en œuvre. Et ces engagements, c'est quoi? Il y a 17 ODD et tous ces ODD concernent la différence aussi avec les OMD. Ça concerne le monde entier, ça concerne les populations entières. On dit ODD 1, éliminer la pauvreté sous toutes ses formes. C'est-à-dire c'est 100%, on ne veut plus d'extrême pauvre du tout. ODD 2, éliminer la faim. ODD 3, etc., etc. Donc on est on doit laisser personne de côté. Donc chacun doit se saisir de ces engagements des gouvernements pour leur demander des comptes. Donc c'est important qu'on fasse ces revues. Donc ces revues se font de manière annuelle et c'est les Nations Unies qui organisent ça en collaboration avec les États. Et chaque année, il y a donc une thématique qui est 3 ou 4 ODD sur lesquels on demande des comptes aux États. Qu'est-ce que vous avez fait pour avancer sur ça? Et également, pour prendre en compte les leçons qu'on a tirées des OMD, c'est que quand on fixe seulement des objectifs en matière d'amélioration des conditions de vie, les États signent, on ne peut pas faire le suivi de ce qu'ils font. On a rajouté des objectifs de moyens. Donc maintenant, parmi la liste des indicateurs, il y a des indicateurs qui demandent quels sont les moyens qui ont été mis en œuvre pour atteindre les objectifs. Donc, également, les Nations Unies, en plus de faire ce suivi-là, les Nations Unies promeuvent des outils, ont mis en place des outils pour faire le monitoring des ODD, ont mis en place des outils pour appuyer les États, pour intégrer les ODD dans leur politique nationale. Si nous prenons même, dès le programme d'action du gouvernement, il est déjà annoncé dans le programme d'action du gouvernement que ce programme appuiera la mise en œuvre des ODD. Fin hier, 19 septembre, de l'atelier organisé par la Commission béninoise des droits de l'homme au profit des journalistes au Centre de documentation et d'information juridique. Pendant 2 jours, les journalistes ont été entretenus sur le contexte et le contenu, le cadre juridique de l'existence de cette institution de l'État et les rapports que cette corporation doit entretenir pour la promotion des droits de l'homme au Bénin. Que retenir de cet atelier? Jacques Maounion d'Almeida nous fait ici le compte rendu de cette activité ancrée dans l'enracinement des droits de l'homme au Bénin. La deuxième journée qui marque la fin de l'atelier organisé par la Commission béninoise des droits de l'homme, CBDH, et qui a regroupé les hommes des médias sur leur rôle dans la promotion des droits de l'homme au Bénin, avait au centre de sa discussion le Code de l'information et du numérique. Les participants trouvent que certains de leurs droits sont brimés par ce code, surtout dans l'exercice de leurs fonctions. Mais c'est les droits qui sont brimés qui nous intéressent ici. Je me suis toujours demandé au nom de quel principe est-ce que lorsqu'un journaliste peut-être détient une page Facebook, Twitter ou Instagram et qu'il publie une information qui a été dans un premier temps relayée dans un média classique, il peut être passible de peine au nom du code du numérique. Est-ce qu'en se retrouvant sur les réseaux sociaux, sa casquette de journaliste disparaît? Et moi, je suis journaliste en ligne aujourd'hui. Je travaille dans la presse en ligne. Mon code de base, qui est le code de l'information, quand même interdit les peines privatives de liberté pour les journalistes. Ce n'est pas pour encourager les infractions, oui, mais si mes confrères de la presse classique peuvent publier des informations et ne sont pas passibles des peines privatives de liberté,
en même temps, moi, journaliste de web, je suis passible de la même peine pour avoir publié peut-être la même information sur un site d'information. Ça pose un problème. Les lacunes du code de l'information font que celui du numérique est venu le phagocyter, du fait aussi du retard de notre pays sur la numérisation des médias, d'où les journalistes ne se retrouvent plus aisément entre les deux codes. Que le code de l'information même comporte beaucoup de lacunes. Qu'on nous dise aujourd'hui, par exemple, que les grogneurs sont des assimilés de la presse, alors que le juge ne reconnaît pas celui qui est au bout du fil et qui fait la grogne sur la radio, je crois qu'il y a un gros problème qui se pose. Mais ce derrière quoi on courait, c'était les peines privatives de liberté. Il fallait supprimer les peines privatives de liberté. C'est ça qui a fait qu'on est allé un peu plus vite. De l'autre côté, pour le code du numérique, on comprend aujourd'hui que le retard que le Bénin a accusé par rapport au passage de l'analogique au numérique a fait qu'on est allé aussi très vite pour ne pas analyser dans tous les sens. Si bien qu'on retrouve entre les deux, nos journalistes, nous ne nous retrouvons pas très exactement. On se dit, est-ce que, parce que quand on prend le code du numérique, pratiquement phagocyté le code de l'information. Les journalistes à la fin de l'atelier n'ont pas manqué de faire des suggestions à la CBDH, surtout pour la construction d'un siège adéquat pour la Commission béninoise des droits de l'homme et que ces gens d'atelier viennent fréquemment pour éclairer les médias, surtout sur ce qui est de leurs droits. Le président de la Commission béninoise des droits de l'homme, Clément Kapochichi, revient ici sur les attentes des organisateurs vis-à-vis des journalistes, tout en rappelant les conditions de saisine de la Commission qui restent ouvertes à toutes les possibilités et à tous les Béninois. Suivez plutôt. L'objectif principal était d'aller à la rencontre des médias qui ont un représentant parmi les 11 personnalités qui siègent au sein de la Commission. Nous avions estimé nécessaire d'aller à la rencontre des médias pour présenter la Commission en tant qu'institution de la République, mais également faire le point du travail que nous avions eu à faire au cours des 9 derniers mois et surtout voir quelle passerelle nous pouvons établir entre la presse et nous. Non pas simplement en tant qu'acteurs venant couvrir nos événements, mais en tant qu'acteurs principaux. Acteurs que nous considérons qui ont des problèmes et qui ont également un rôle fondamental à jouer dans la promotion et la protection des droits de l'homme au niveau du Bénin. Les 2 jours nous ont permis de comprendre vos difficultés, mais également de recevoir vos attentes et de voir qu'il y a beaucoup de choses que nous devons faire ensemble, surtout en ce qui concerne les textes de loi. Vous savez que le gouvernement du Bénin a eu 198 recommandations lors de l'examen périodique universel en novembre 2017. On a rejeté 7 et parmi les 7 recommandations rejetées, il y a une recommandation qui est relative à la liberté de presse, à la liberté d'opinion. Le gouvernement a expliqué que les tests existent, réglementent la profession, mais que les différents organes qui ont été suspendus l'ont été par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, qui est un organe indépendant, donc qui n'a rien à voir avec ces différentes suspensions. Cela pose un problème, celui de s'asseoir, de voir là où il y a les goulots d'étranglement, de discuter avec les différentes autorités impliquées, ministère de la Communication, Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, les organisations fêtières des professionnels des médias, l'ODEM, pour voir ensemble comment faire tout pour que le journaliste puisse exercer librement son travail sur l'ensemble du territoire national. Et donc, je puis dire tout simplement que nous sommes un peu plus dans le processus de dialogue. Lorsqu'il y a un problème, nous essayons d'écouter les acteurs, nous leur donnons la possibilité de s'expliquer et nous les accompagnons. La loi dit que lorsque l'affaire a été déjà jugée, que nous ne sommes plus compétents. Mais par contre, nous pouvons porter assistance. Je vous donne un exemple. La Cour constitutionnelle du Bénin rend des décisions de violation des droits fondamentaux de la personne humaine.
quelqu'un dont les droits ont été violés, reconnus par la Cour constitutionnelle, peut prendre cette décision et venir à la commission pour qu'on l'aide à obtenir réparation. Ça, c'est quelque chose que nous pouvons faire. Et donc, je pense que nous continuerons à faire connaître la commission. Nous continuerons à faire connaître la commission et avec le temps, la commission pourra véritablement contribuer et à améliorer l'environnement de la protection des droits de l'homme. Parce que n'oubliez pas, nous sommes une institution de la République et c'est l'État qui protège les droits de l'homme. En théâtre, à Lugouine-Dine, les étudiants de l'École internationale de théâtre du Bénin, EITB, s'envolent pour la France ce dimanche. Ils représenteront la pièce La fin du monde, évidemment, au Festival des Francophonies à Limoges les 27 et 29 prochains, puis en Suisse, dans la banlieue de Genève, le 8 octobre. Il s'agit d'une pièce écrite à partir des échanges entre le metteur en scène Hervé Louachemol et les pensionnaires de l'école, qui rejoint le contenu du cahier d'un retour au pays natal de Aimé Césaire. Alougouine-Dine retrouve les planches françaises après plus de 20 ans d'absence. Cette fois-ci, il partage la scène avec ses étudiants. L'icône du théâtre béninois nous rappelle au passage l'historique de cette école supérieure de théâtre, l'unique au Bénin. Mon papa m'a donné de l'argent pour m'inscrire ailleurs et avec cet argent, je suis allé m'installer dans une maison abandonnée pour vivre mon art, parce que je ne fais pas que de théâtre, je peins aussi. Donc c'est comme ça que je me suis rebellé pour faire rien que de l'art. Bon, j'ai eu trop de difficultés à faire cet art-là, surtout en ce temps-là où j'avais décidé de le faire. Mais j'ai pu le faire et je me suis dit quand même que, ici, au Bénin, en Afrique, je suis quand même parmi ceux qui ont émergé dans ce métier. Et, vu toutes les souffrances, toutes les péripéties, je me suis dit, mais ce que nous avons enduré, il ne faut pas que les générations montantes puissent endurer ça, qu'il n'y ait pas d'école. C'est parce que moi, à un moment donné, j'ai commencé à jouer en France avec des gens qui ont fait de grandes écoles. Mais écoute, je ne suis pas idiot, j'ai vu la différence. J'ai vu que être formé dans une école, c'est quand même quelque chose. Celui qui est formé a des choses plus que toi. Qu'est-ce que j'ai retenu? J'ai compris que ce qu'on apprend dans une école en 3 ans, il te faut 10 ans de travail intense dans une troupe professionnelle pour l'atteindre. Vous voyez? Donc 3 ans de formation te fait rattraper au moins 7 ans. Et c'est pourquoi je me suis dit, il faut une école où les jeunes aujourd'hui, qui sont passionnés comme moi, puissent apprendre ce métier, vraiment, en faisant venir des gens de partout, comme Hervé et Anne sont arrivés, pour leur transmettre leur savoir, des savoirs accumulés pendant des siècles dans plusieurs pays, et que tous viennent ici partager ces savoirs-là. Et c'est ce que j'ai rêvé pour les jeunes de ce pays et de la sous-région d'ailleurs. Et qui s'ouvre déjà à l'Afrique centrale, puisqu'il y a un Congolais qui est désormais qui est en première année ici. Ça veut dire que ça s'ouvre déjà à l'Afrique centrale. Il y avait des Tchadiens qui étaient passés aussi. Voilà, c'est que je ne le veux pas que pour les Béninois. C'est pourquoi il y a des Togolais, il y a des gens Nigériens, du Niger, et ainsi de suite. Donc, voilà, cette école, c'est pour que on puisse apprendre le métier. Et heureusement, les choses fonctionnent dans ce pays aujourd'hui, ne serait-ce que dans l'éducation nationale. Ça fonctionne bien. Cette année, c'est la première année où les étudiants de l'EITB ont passé vraiment la licence d'État. C'est l'État, cette année, qui a organisé la licence professionnelle en art et technique du théâtre. Donc, c'est là où on en est dans cette longue marche, de faire asseoir chez nous une formation dans le domaine du théâtre. Et c'est ce qui fait son cours à travers ce spectacle aussi, que nous allons exporter
Et c'est souvent ces relations à l'international qui font grandir petit à petit l'école et qui lui donnent une bonne réputation. Parce que, je vais vous le dire, il y a des gens qui cherchent à s'inscrire dans des écoles en France et on leur dit, mais vous êtes au Bénin? On dit oui, mais allez sur la route des pêches, il y a une école là-bas où vous pouvez vous faire former. Vous comprenez? Et c'est de la France qu'ils viennent à l'école. On leur dit, il faut aller à tel endroit. Mieux, il y a une dame qui enseigne dans une grande école, l'école de Strasbourg, que Anne a fait cette école, à regarder aussi. Il y a une dame qui enseigne là et qui voulait vraiment... il y a un Béninois qui a voulu aller faire du théâtre, qui a fait des pieds et des mains. La dame, c'est la dame qui lui a payé la scolarité ici, pour l'année passée. C'est pour dire que l'école est de plus en plus reconnue. Même l'État béninois accorde un peu plus d'attention qu'hier. Je crois que ça avance inexorablement. Voilà tout ce que je peux dire. Le Fa est une pratique spirituelle répandue dans les religions endogènes du Bénin. Plusieurs lui attribuent des origines nigérianes. Selon la légende, le roi Adadja aurait envoyé son fils à la recherche des causes de la longue sécheresse qui frappait le royaume du Dahomey. Ainsi lui a-t-il ramené du royaume d'Oyo le devin Djissa, prêtre du Fa, qui aurait élucidé la question. Le métaphysicien Amoussa Raimi évoque ses origines du Fa au micro de Jacques Maouillon d'Almeda. Merci. Permettez que nous rendons hommage d'abord à l'illustre roi Agadja, Tosso Agadja. Vous allez me demander pourquoi. Lorsqu'il a pris le trône, le royaume du Dahomey a connu 3 années de sécheresse. Afin de trouver des remèdes à cette situation, il a envoyé ces personnages de la cour dont il a ce qui y compte, dont sont un de ses enfants. Et ils ont pu ramener du royaume d'Oyo Lulus Bokono Djissa. C'est-à-dire, le nom Djissa est venu du fait que lorsqu'il a consulté et que les causes ont été détectées et que les sacrifices ont été effectués, même avant l'arrivée de celui qui a été fait les sacrifices, une grande pluie a commencé. D'où le nom que le roi Agadja a donné au devin venu du Nigeria, de Ile-Ife spécialement, Djissa. Et juste après ça, suite encore à l'apparition de phénomènes inexplicables, le Fa a encore indiqué qu'il faut honorer la divinité Badou. Et cette divinité a été ramenée à Kana, Tota. Et là, c'est là, à Kana, que eut lieu la première initiation au Fa du roi Agadja. Et là, son arcane du destin est sorti. Et il en a profité pour qu'on repère les arcanes du destin de certaines localités. Cotonou, Porto-Novo, Alada, Ouida, etc. Donc c'est d'abord l'historique de l'arrivée du Fa au Dahomey. Mais avant ça, il faut dire que le Fa est rentré au Nigeria par le nord et s'est installé à Ile-Ife. Donc voilà ce qu'on peut dire d'abord de l'historique. Maintenant, qu'est-ce que le Fa? Parce qu'avant de venir au Fa, il faut d'abord savoir ce que c'est que le Fa. Et vous allez voir que c'est dans les techniques de consultation que vous allez voir la différence entre le Fa et le Tofa.
Donc le phare, c'est d'abord une mancie qui permet de savoir les causes des problèmes du présent. Ces causes qui sont dans le passé souvent. De déterminer qu'est-ce qu'il faut faire dans le présent pour améliorer le futur. Et ça dans tous les domaines. Et c'est suite souvent à la consultation que les indiciels sortis permettent de régler ces problèmes-là. Donc le phare est d'abord une science de lecture à la fois du passé, du présent et du futur en vue de déterminer les causes des inquiétudes et des inéquations des hommes et de les pallier. En passeport, Esaü FC, vainqueur de la Coupe du Bénin, affronte ce samedi les Buffs du Borgou, champions du Bénin pour la Super Coupe au stade Achoukouma de Djougou. Cette rencontre de prestige permet à la formation universitaire de poursuivre ses préparatifs dans le cadre du match retour des préliminaires de la Coupe de la Confédération africaine de football face aux Salitas du Burkina Faso. À l'aller, les universitaires ont conservé toutes leurs chances de qualification grâce à un nul vierge obtenu à Cotonou. Ainsi se referme cette édition. Merci de rester fidèle au programme de Esaü TV. Gardez le réflexe www.esaütv.bj. Bonsoir et bon week-end à vous.